C'est parti. Salut Alex, bienvenue à toi. Salut Maud, merci. Donc du coup, je suis ravie de t'accueillir. Tu es la troisième personne que j'accueille ici, donc je suis vraiment ravie. Merci pour l'invitation. Moi, ouais, bah de rien. Je t'ai connue du coup sur Twitter parce que tu partages du contenu ultra qualitatif. C'est un ami Yann que tu dois connaître qui m'a parlé de ton compte, qui est copywriter. Et donc j'ai fouillé un petit peu et j'ai vraiment aimé ce que tu partageais, ce que tu dégageais, puis la façon dont tu vulgarisais aussi du contenu. Et puis, Merci, ça fait tu as plaisir. une... Ouais, bah non, de rien, c'est normal. De toute façon, j'invite que des gens qui m'intéressent et qui m'interpellent, c'est un peu le principe. Bon, tu as une bio, en quelques mots, une bio Twitter qui tape à l'œil, quoi, qui envoie 5 millions de budget géré. Donc, agence pub et marketing, et puis Facebook Ads, et puis un peu d'IA aussi maintenant. Mais est-ce que toi, tu peux me dire vraiment, te présenter et me dire en 3 mots, quel est ton métier, en fait, quelle est ta profession? Ok. Alors, moi, je m'appelle Alex Calen, comme tu as dit. Je suis spécialisé sur Facebook Ads, donc je suis média buyer spécialisé sur Facebook Ads. En 2016, j'ai fondé mon agence qui s'appelle Calen, tout simplement, qui était une agence plus de business development de façon généraliste, mais orientée sur la croissance drivée par la publicité payante, notamment Facebook. Ok. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui, ils n'ont pas encore entendu parler de moi et c'est normal parce que jusqu'à présent, moi, j'étais très discret euh, et mes clients, ils me connaissent par le bouche à oreille, par le réseau, etc. Euh, voilà, au cours de ces dernières années, j'ai souvent été un peu l'homme de l'ombre des grandes marques, que ce soit du e-commerce ou autre, ou même de personnalités connues dans le monde de l'entrepreneuriat français ou à l'étranger, donc des infopreneurs, des marketeurs, etc. Faut savoir que je travaille avec très peu de clients, mais je travaille en étroite collaboration avec eux, plus comme un partenariat plutôt qu'une agence classique. Ok. Et donc, ma spécialité, c'est de maximiser les retours sur investissement publicitaire, donc les ROAS, comme on dit sur Facebook. Et bon, voilà, comme tu l'as dit, nos stratégies, elles ont généré un peu plus de 37 millions de chiffre d'affaires pour nos clients, pour un total de 5 millions d'euros de budget investi dans la pub, Ok. soit un retour moyen sur investissement de 7,22, quoi. Et Pas sinon, mal. sur le plan personnel, je suis expatrié au Brésil depuis maintenant 7 ans. Je savais pas du tout. Du coup, là, tu es au Brésil. Ouais, je suis au Brésil. Ok. Ça ne te dérange pas que je boive de l'eau pendant, Ben non, pendant pas du tout. l'interview? Moi aussi, j'ai pris. Moi, j'ai pris une tasse à café, mais dedans, c'est de l'eau pétillante. Il n'y a pas de souci. Pas de Et souci. du coup, il est quelle heure chez toi là-bas? Là, il est 10 h du matin. 10 heures du matin. Ok, ça roule. Donc, merci pour cette petite présentation. Est-ce que tu peux me dire, parce que faut te dire qu'il y a des gens qui vont regarder notre interview et qui n'y connaissent rien du tout en marketing, en publicité, Facebook Ads. Est-ce que tu peux me dire vraiment ton métier en 3 mots pour le définir? Euh, alors, en 3 mots, le premier mot, ce serait la recherche. Donc, rechercher son client idéal, son avatar client, connaître son client mieux qu'il se connaît lui-même. Ça, c'est la Ok. base, que ce soit le marketing, de la pub ou autre. Donc, connaître son client, donc recherche. Deuxième mot, je dirais la persuasion. Donc, connaître les mécanismes de persuasion liés à la psychologie humaine, etc. Donc, ça passe par du copywriting, ça passe par de la psychologie, etc. Troisième mot, je dirais la créativité, qui est une composante majeure aujourd'hui de la publicité en ligne. Donc, c'est appliquer ces mécanismes de persuasion de façon innovante, unique et originale afin de maximiser les conversions. C'est-à-dire que si tu vends un collier pour chien, ton client idéal, il a vu 1000 pubs sur un collier pour chien, il a déjà vu ce produit 1000 fois dans sa vie. Et donc, comment est-ce que tu vas réussir à lui présenter ce produit de façon à attirer son attention, de façon originale, qui va vraiment le marquer, tu vois, et qui va se dire Ok. ce collier il est différent des autres. Merci. Du coup, il y a une question qui n'était pas prévue et qui me vient, c'est comment t'en es arrivé là? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, je ne sais pas quel âge tu as déjà, si ça te dérange de nous le dire ou pas. Alors, j'ai 30 ans. Ok. Moi, j'ai 35 ans, donc t'inquiète pas. Du coup, est-ce que tu peux me dire comment tu en es arrivé là? Quel est ton parcours, peut-être scolaire, tes études? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, on se rend compte qu'en fait, on s'imagine parfois un parcours ultra spécifique dans leurs études, et parfois il y a un gap qui est énorme entre ce qu'ils ont étudié et ce qu'ils font aujourd'hui. Ouais, alors moi, pour le coup, c'est parcours assez classique, tu vois. Je suis allé au lycée, ensuite je suis allé à Paris pour mes études, j'ai fait une école de commerce. Et
cours de mes années d'école de commerce, on nous a vachement incité à faire beaucoup de stages, à magasiner beaucoup d'expériences pro. Et j'ai fait des stages dans des agences de communication, des agences marketing, des agences de pub. Et je sais pas, la publicité, c'est un milieu qui m'a toujours un peu attiré. Je pense notamment par l'influence de Frédéric Becbédé, des films du genre 99 francs, etc., que j'ai regardé quand j'étais jeune et qui m'ont vachement interpellé, vachement parlé. Et donc, du coup, j'ai toujours eu une curiosité, tu vois, pour le monde de la communication. Même très jeune, tu vois, j'aimais beaucoup lire, écrire, raconter des histoires, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu une petite connexion un peu avec le monde de la communication, un peu spéciale. Et ensuite, tu vois, avec les expériences de stage et au cours des études dans l'école de commerce, bah, c'est vrai que plus j'avançais, plus je me rendais compte que c'est un truc qui me plaisait, en fait. Ouais. Et après, alors, j'ai fini mes études en 2015. Et j'ai fait une première expérience, disons, un peu plus longue, un peu plus concrète dans une grosse boîte, c'était chez Carrefour, au siège de Massy-Palaiseau. Et je ne sais pas si tu as déjà travaillé dans la grande distri ou si tu connais un peu le milieu, mais c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que tu es tout le temps sous pression à mort. Les gens te traitent un peu comme... voilà, pas trop de respect, quoi. Et moi, c'est un milieu qui m'a un peu dégoûté. Et au bout de 6 mois, je suis sorti de là et j'ai fait... c'est mort, en fait. C'est pas pour moi. Je veux pas être un salarié. Je veux pas travailler dans le marketing, dans la vente, etc. Je veux faire de la com. Sauf qu'on m'a toujours dit, voilà, la communication, c'est un milieu difficile. Il n'y a pas trop d'argent. C'est la crise. Gna, gna, gna. Donc, je me suis dit, bon, j'ai monté mon agence et puis on verra, quoi. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Ok. Donc, un parcours plutôt cohérent. Enfin, en tout cas, on voit le fil. Voilà, plutôt classique. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton taf? Alors, moi, la chose que je préfère dans ce travail, et je pense que c'est ça aussi qui m'a toujours attiré dans la communication, c'est que je m'ennuie jamais. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui se lasse très vite. On m'explique un truc, dès que je comprends quand ça fonctionne, que j'applique, que je vois que ça marche, bah, je commence à m'ennuyer, en fait. Et dans mon métier, j'ai la chance de pouvoir travailler avec plusieurs marques qui ont chacune une histoire unique, originale, des niches différentes, une offre particulière, un avatar spécifique. Et donc, mon cadre de travail, il se renouvelle tout le temps. Là où, par exemple, si j'ai déjà monté des marques d'e-commerce, par exemple, tu vois, bah, quand tu vois, pour reprendre l'exemple du produit pour chien, quand tu vois un produit pour chien, même si tu es super créatif dans ton approche, bah, tu restes tout le temps dans le même univers, dans la même niche, avec le même produit, avec la même offre, avec la même personne à qui tu t'adresses. Donc, au bout d'un moment, moi, je finis par tourner en rond et je me lasse et je m'ennuie et du coup, ça m'emmerde et du coup, j'arrête de bosser et je commence à procrastiner et essayer de m'intéresser à d'autres trucs et du coup, en fait, ça avance plus, quoi. Ouais. Donc, moi, ce que je préfère vraiment aujourd'hui dans mon métier, c'est que je m'ennuie jamais, j'ai pas le temps de m'ennuyer et moi, j'en ai vraiment besoin, en fait, parce que à la seconde où je commence à m'ennuyer, moi, je sais que après, ça me pose des problèmes dans ma vie. Et du coup, ça m'intrigue. Est-ce que quand toi, tu as des clients, donc là, tu as monté ton agence, non, tu as terminé tes études il y a 8 ans, tu as monté ton agence il y a combien de temps, tu m'as dit? 8 ans? En 2016, donc il y a 7 ans. 2016. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des clients que tu as toujours depuis le début ou est-ce que quand tu travailles avec des clients, c'est une mission que tu fais du début à la fin et ensuite, potentiellement, tu ne rebosses plus avec eux? Alors, j'ai eu beaucoup de clients différents et des besoins, des types de business différents. Donc, j'ai eu un peu de tout. Moi, comme je te disais, j'essaie de travailler en partenariat avec mes clients, donc sur le long terme. Le premier client que j'ai eu, tu vois, par exemple, on a travaillé ensemble pendant 3 ans et demi, quoi. Ok. Et après, bon, on a eu des petits différends, etc. Donc, on a arrêté de travailler ensemble. Et après, j'ai des clients un peu différents. Je travaille par exemple avec Pascal Maffre, qui avait une formation de e-commerce avec un coaching, un peu dans le style de ce que fait Yomi, mais bon, sauf que c'est pas Yomi, c'est Pascal Maffre, quoi. Et donc, moi, j'étais coach pour sa formation. Donc, j'ai accompagné des étudiants chez lui de manière sporadique, tu vois, ponctuelle. Le soir, je rentrais sur leur BM, je leur disais ce qui allait pas au niveau des pubs. Et je leur disais quoi faire, quelle action entreprendre sur BM. Donc, avec ces personnes-là, j'ai pas forcément travaillé de manière aussi poussée que ce que je fais normalement avec mes clients, puisque c'était les clients d'un client, tu vois, c'était les élèves d'un de mes clients. Mais avec mon client, c'est-à-dire Pascal, on a travaillé sur aussi du long terme, sur 2 ans, etc., de manière poussive. J'ai pas de client avec qui je suis resté depuis le début jusqu'à maintenant parce que le premier client que j'ai eu,
Euh, on a travaillé en exclusivité ensemble pendant 3 ans parce que quand j'ai monté mon agence, un peu comme tout le monde qui se lance dans le business en ligne, j'avais peur en fait. J'avais peur de ne pas pouvoir délivrer les résultats que je voulais délivrer, peur de ne pas être au niveau, peur de décevoir en fait, tu vois, tout simplement. Et donc du coup, j'avais tellement cette peur que je voulais me blinder contre ça que je me suis investi à 200% dans sa boîte et dans cette mission. Je travaillais à 100% juste pour lui pendant 3 ans. Et c'est que après 3 ans, tu vois, au vu de ce qu'on avait accompli ensemble, que j'ai pris le temps un peu de me retourner, de voir le chemin parcouru et de me dire, ok, c'est bon, maintenant je me sens en confiance pour onboarder d'autres gens, je me sens légitime pour aller, tu vois, démarcher d'autres entreprises, etc. Et, euh, et voilà quoi. Ok. Est-ce que du coup, tu as justement un échec, parce que je sais que la notion d'échec, elle n'est pas toujours vécue de la même façon par tout le monde, et à mon sens, elle est nécessaire généralement dans un parcours de réussite. Est-ce que tu as en tête un ou plusieurs échecs qui t'ont fait rebondir et qui t'ont permis justement, toi, de te surpasser ou d'avancer positivement? Alors, moi j'ai eu beaucoup d'échecs. Il y en a un particulièrement qui m'a le plus marqué, qui est un peu... c'est un échec particulier. En gros, c'est comment j'ai perdu près de 200 000 euros en 8 mois. Voilà, c'est ça Ok. l'échec. Pour mettre un peu de contexte, 200 000 euros ici au Brésil, dans la monnaie locale, c'est l'équivalent de quasiment 1 million de reais brésiliens. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'à 12 000 euros près, j'étais millionnaire ici au Brésil. Tu vois, j'ai tout perdu en 8 mois. Donc ça se passe en 2019. Ça faisait 3 ans que je travaillais donc avec mon premier client. On a travaillé comme des malades. On a fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. On est passé sur TF1 et est devenu leader dans sa niche en France. Enfin bref, on a vraiment eu des bons résultats, tu vois. Et donc du coup, moi, comme je travaillais en partenariat avec lui, j'avais aussi un intéressement sur les bénéfices, etc. Donc j'avais accumulé du capital, tu vois. Et j'en avais jamais vraiment profité, si tu veux. Et donc en 2019, faut savoir que ça faisait 3 ans que j'étais au Brésil, 3 ans que j'avais ma boîte, et moi je sortais, j'avais vécu 5 ans à Paris, j'étais étudiant, donc je sortais d'un train de vie très modeste, tu veux, genre j'ai vécu dans un appart d'étudiant, un peu en mode survie, à manger des pâtes. Quand on devait sortir dans un bar, je ramenais mes canettes dans mon sac à dos parce que je n'avais pas d'argent pour payer la pinte à 10 euros, tu vois. Donc voilà, c'était la dèche. Et en 2019, je sais pas, un jour, je me suis réveillé, j'ai une espèce de prise de conscience en mode frérot, t'as quasiment 1 million, tu vois, en monnaie locale, t'es quasiment millionnaire, t'as gagné, profites-en, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu fous dans. Là, j'avais un appart, il était normal, un appart classique, j'avais un mode de vie genre simple. Et je sais pas, au bout d'un moment, je me suis dit, mais mec, t'as 1 million sur ton compte, en reais, donc plus ou moins 200 000 euros, et t'en fais rien, quoi. Qu'est-ce que tu fous, en fait? Et là, c'est commencé à partir en couille. Donc, je me suis pris un appart, donc un appart en rooftop, tu vois, avec piscine, machin, toutes les dépenses qui vont avec. Je commençais à prendre des Uber Black pour tout et n'importe quoi. Tu vois, j'allais à la boulangerie à 500 mètres de chez moi, je prenais un Uber. Ça a été Deliveroo, donc livraison de bouffe matin, midi et soir dans des restos gastronomiques, etc. C'était restaurant étoilé 2, 3, 4 fois par semaine avec le menu dégustation, avec les vins harmonisés, avec les cocktails en entrée. Et je n'allais jamais seul, j'étais toujours avec ma copine, avec mes potes, etc. Enfin bref, et tous les genres d'excès que tu peux penser qui viennent avec un peu cette espèce de boulimie de oh mon Dieu, j'ai de l'argent, il faut que j'en profite. Et du coup, en 8 mois, j'ai brûlé tout le capital que j'avais économisé en 3 ans. En plus, à ce moment-là, avec le client que j'avais, donc il y a eu des petits problèmes. Lui, il avait embauché un financier qui n'était pas compétent, qui a fait de la merde au niveau des... Enfin, bref, qui a eu des problèmes, disons, de gestion, qui a dépensé de l'argent, il n'aurait pas dû dépenser, qui a mélangé le compte d'une autre boîte avec une autre boîte. Enfin bref, une histoire qui fait que pendant 8 mois, il n'a pas pu me payer. Donc du coup, je recevais plus de thunes. Je dépensais 1000 fois plus que ce que je dépensais avant. Et il y a un moment où j'étais un peu victime de ce qu'on appelle l'effet de cliquer, qui en fait, c'est-à-dire que quand tu augmentes ton mode de vie, et à un moment, tu n'as plus l'income qui peut sustenter ce mode de vie, c'est extrêmement difficile psychologiquement de revenir en arrière, en fait, et de downgrader, quoi. Et donc, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis réveillé, et j'avais plus que genre 10 000 euros sur mon compte.
Et il y avait le loyer qui arrivait dans quelques jours. C'était déjà plus de la moitié de ça, tu vois. Et il fallait que je paye des factures, il fallait que j'achète de la bouffe, il fallait que que je paye la cuisinière, que je paye la femme de ménage. Ça faisait 8 mois que j'ai pas cuisiné, que j'ai pas fait de courses, etc., que j'ai pas pris le métro. Et, euh, et en fait, au lieu, tu vois, de réussir à revenir à un mode de vie simple, bah, en fait, j'ai commencé à faire des crédits. Et j'ai pris pour plus de 20 000 balles de crédit en euros, tu vois, ce qui faisait à peu près 100 000 reais en monnaie locale, donc c'est beaucoup. Et, euh, et en fait, si tu veux, ce qui est dur, c'est que j'étais parti de rien, j'étais parti de la dèche, j'étais arrivé à un niveau où j'étais bien. Et en 8 mois, je me suis auto-sabordé en 8 mois. Tu vois. Je suis revenu au niveau, même pas zéro, au niveau moins 20K. Tu vois. Et genre, psychologiquement, ça te fait un choc. Psychologiquement, ça te détruit. Tu vois. Genre, moralement, psychologiquement, physiologiquement, ça te détruit. Et, euh, et c'est compliqué. Donc, en fait, si tu veux, moi, heureusement, bon, j'ai des compétences, etc. J'ai onboardé d'autres clients. J'ai lancé des shops de e-commerce pour moi, pour me refaire. Et en un an, plus ou moins, j'ai réussi à me refaire. Mais en fait, ça m'a pris un truc ultra important, c'est que on n'a aucune éducation financière aujourd'hui, tu vois. Dans ta vie, tu reçois pas d'éducation financière. Quand tu as de l'argent, on ne te dit pas quoi en faire, comment le placer, etc. On parle Et pas moi, d'argent en c'était plus. une prise de Enfin, cours. On parle pas d'argent, surtout en France. non, c'est clair. Excuse-moi. Euh, donc du coup, pour moi, c'était un vrai choc et un vrai déclic dont j'avais besoin pour me dire, OK, il faut que tu te formes à l'éducation financière, au placement, euh, à comment gérer ton argent. Et c'est un truc, voilà, que tu vois, j'ai un peu perdu le contrôle et voilà. Et je pense que c'est vraiment le plus gros échec que j'ai eu dans ma vie. Parce que j'aurais pu créer des choses, j'aurais pu créer des actifs, j'aurais pu investir, j'aurais pu faire plein de choses. Et au final, j'ai juste vécu un peu le cliché, tu vois, du nouveau riche, entre guillemets, parce que 200 000 euros, c'est pas non plus le bout du monde, tu vois, mais bon, en monnaie locale, ici, 1 million de reais, tu fais pas mal de choses quand même. Et, et voilà, quoi. Je te remercie beaucoup pour ta sincérité déjà. C'est hyper intéressant comme expérience, enfin, ce partage. Partage plusieurs points. Déjà, tu parles d'éducation financière. C'est clair, enfin, en France, on ne parle pas d'argent. L'argent, c'est tabou. Et du coup, enfin, il y a plein de gens qui vont droit dans le mur, justement par manque d'éducation financière. Donc, ça, c'est clair que c'est un premier point que je partage. Et après, la question que j'ai, du coup, c'est de cette expérience, si aujourd'hui, par exemple, tu revenais 5 ans en arrière, mais avec ben, du coup les apprentissages que tu as pu acquérir, tu as ces 200 000 euros sur ton compte, qu'est-ce que tu en fais? Aujourd'hui, bah, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, en fait. Hein, j'investis en moi, premièrement. Donc, moi, je sais que, enfin, tu vois, j'ai mes projets perso et pro, donc je vais investir là-dedans. Donc, j'ai investi dans la création d'actifs qui vont me rendre cet argent dans les mois et les années à venir. J'ai investi dans des systèmes d'investissement antifragiles. Donc, c'est de l'ETF SP500, c'est dans de l'or, c'est un petit peu dans des cryptos first layer, donc Ethereum, Bitcoin, etc. J'ai pas encore investi en immobilier. Je sais que c'est un élément important pour toi. J'ai pas encore investi en immobilier. Euh, et voilà, c'est surtout, je dirais 70% de mes investissements, j'ai fait sur moi-même. Donc, j'ai investi dans des logiciels que je développe pour moi, pour mes équipes, pour mes clients. J'ai investi dans mon personal branding, j'ai investi dans de la publicité pour mes services, pour mes formations, etc. Ok, je te remercie, c'est vraiment intéressant. La question de l'argent, c'est vrai qu'elle est assez centrale enfin, auprès de pas mal d'entrepreneurs avec qui j'échange, parce que beaucoup ont le syndrome un peu enfin, de l'objet brillant, enfin, en tout cas, ont cette envie d'avoir tout de suite beaucoup d'argent, mais si tu sais pas déjà enfin, si c'est de l'argent que pour de l'argent, à mon sens, c'est une grosse erreur parce que le risque, c'est, en effet, tu l'as dit, de vivre au-dessus de tes moyens. Et en fait, après, tu arrives dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que si tu te crées 10 000 euros de besoins par mois, et ben, en fait, tu peux pas t'octroyer un temps de pause. Enfin, ta vie, elle arrive à une cadence folle. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est hyper important aussi de se dire quels sont vraiment mes besoins, enfin, qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que j'ai vraiment les besoins de taper le million si je me rends compte qu'avec 10 fois moins, tu vois, j'ai ce qu'il me faut et je suis bien.
Donc, c'est de la psychologie, hein, c'est de la psychologie sociale liée à tout ce côté budget, gestion de l'argent. Donc, je te remercie pour ta sincérité. C'est Avec plaisir. un échec que j'appelle pas ça un échec, mais en tout cas une expérience ultra intéressante. Pardon. Est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, en ce moment, je travaille sur le développement de ma masterclass sur Facebook Ads. Donc, Ok. j'enseigne comment le top 1% des marketeurs utilisent l'IA pour multiplier par 7,22 chaque euro investi sur Facebook. C'est-à-dire donc les méthodes précises que j'utilise avec mes clients aujourd'hui qui nous permettent d'avoir les résultats qu'on a et qu'on a eu. Donc, c'est une masterclass qui s'adresse un peu à tout type d'entrepreneurs, donc que ce soit des e-commerçants, des infopreneurs, des freelances, des agences SMMA, des coachs, des pros, des commerces de proximité. Enfin bref, vu que j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de types d'entrepreneurs différents, j'ai eu l'occasion d'accumuler de l'expérience un peu sur toutes ces niches, tous ces business models en tout cas. Et donc voilà, donc dans la formation, le but c'est de définir quelle est la stratégie la plus adaptée, la stratégie publicitaire la plus adaptée à ton business model. Puis je te montre concrètement comment mettre en place ces stratégies personnalisées aux particularités de ton business. Donc on voit tout de A à Z, donc la prise en main du gestionnaire de publicitaire, du business, du Facebook Business Manager, créer des publicités qui convertissent de manière sûre et prévisible, des méthodes de setting efficaces et rapides, comment scaler tes campagnes sans brûler les ailes, comment éviter les blocages, et surtout comment utiliser l'intelligence artificielle à tous ces niveaux pour créer les choses plus facilement et plus rapidement. Donc voilà, je donne toutes les stratégies qui fonctionnent, et dès qu'on teste des stratégies en interne qui fonctionnent avec les clients, etc., donc des nouvelles stratégies, on les partage aussi avec les clients, avec les élèves de la formation. On partage aussi les outils qu'on a développés en interne pour lutter contre l'iOS 14, donc des vraies solutions qui fonctionnent contre l'iOS 14 et qui permettent même de faire bien plus, tu vois, avec l'outil qui était développé, on peut même savoir 15 jours avant quand est-ce qu'un compte pub risque de se faire bloquer, parce qu'on arrive à communiquer avec les serveurs de Facebook. Enfin, bref, je passe un peu les détails techniques. Ouais. Donc voilà, c'est une formation qui me tient beaucoup à cœur parce que j'y ai vraiment mis le résultat de mes 7 ans d'expérience, des 5 millions d'euros qu'on a investis en publicité avec nos clients, de toutes les connaissances qu'on a accumulées en chemin avec mes équipes, afin de donner aux web entrepreneurs les armes dont ils ont besoin vraiment pour avoir une croissance rapide et massive, même quand on part de zéro. Donc, l'idée du programme, c'est vraiment de prendre quelqu'un qui est aujourd'hui peut-être au stade de débutant complet, qui n'a jamais entendu parler de Facebook Ads, et de l'amener, de l'entraîner, de le pousser en connaissance jusqu'à ce qu'il fasse partie de l'élite des médias buyers francophones, quoi. Et pour ceux qui n'ont pas encore de business en ligne, tu vois, c'est aussi une opportunité parce que aujourd'hui, il faut savoir que le media buying, c'est le métier le plus recherché sur le marché des freelancers. Je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé de recruter des media buyers, mais c'est l'enfer. Les agences SMMA, c'est souvent des gars qui sous-traitent leur travail à des malgaches sur Fiverr, c'est-à-dire qu'ils confient le budget des clients à des gars qui ne connaissent pas, qui font tout avec Google Translate. Et il y a une demande extrêmement forte, extrêmement urgente de média buyers compétents en France. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi je travaille à 300% sur ce projet, parce que je veux inonder le web francophone de média buyers compétents dont on a cruellement besoin aujourd'hui. Ok, c'est une belle promesse, c'est hyper intéressant. Surtout que moi, je suis pas mal aussi dans le milieu de l'éducatif à côté, et je me rends compte qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'enseignement qui est proposé aujourd'hui dans nos écoles, voilà, les métiers du Web 3, de l'IA, etc., sont quasiment inexistants, mais inexistants, quoi. C'est-à-dire que la plupart des jeunes, moi, que je rencontre, ils arrivent en terminale. Déjà, ils savent souvent pas vers quel métier s'orienter, et puis ils connaissent pas, je pense, 80% des métiers qui existent, quoi. Et c'est clairement hyper dommage. Et moi, ça me plaît vraiment, j'ai à cœur de mettre en lumière plein de métiers qui existent, qui sont pas forcément connus. Si demain, je dis à un repas de famille, je parle média buyer, on me dit que c'est ton truc, quoi. Donc c'est chouette. Ouais, après, c'est vrai que média buyer, c'est un terme un peu spécifique. On parle de publicité en ligne, d'agence de com, trucs comme ça. Tu vois, même SMMA, c'est un terme, si t'es pas dans le marketing, c'est un terme qui va pas parler à un jeune de 18 ans, c'est sûr. Non, pas du tout. Mais du coup, c'est cool de pouvoir vulgariser ça et d'entendre que y a de la demande.
Donc voilà, je ferai circuler l'info. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est une Ouais, étude de HubSpot qui le dit. ok, bah encore mieux. Du coup, tu me donnes une transition parfaite. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer en tant que média buyer, justement? Premier conseil, je dirais forme-toi. Le media buying, enfin la publicité en ligne de manière générale, c'est l'alliance de plusieurs compétences. Tu vois, comme on disait, c'est de la créativité. Autant dans l'approche marketing que tu vas avoir d'un produit ou d'un service que dans la livraison de cet angle marketing, c'est-à-dire le texte, l'ad copy, le copywriting que tu vas faire avec cette pub, la représentation visuelle, graphique, vidéographique de cette vision. Et ensuite, c'est un peu derrière les compétences plus media buying pure, donc la stratégie vraiment sur Facebook Ads, sur Snapchat Ads, sur TikTok Ads, peu importe. Donc, créer des campagnes publicitaires, les arbitrer, les manager pour qu'elles soient rentables dans les mois et les années à venir. Donc, premier conseil que je dirais, c'est voilà, forme-toi, mise sur des méthodes et stratégies qui ont fait leurs preuves et actualise tes compétences au fur et à mesure. La publicité en ligne, c'est un métier qui est vivant. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'être au contact d'autres média buyers comme toi, d'échanger sur les stratégies, de communiquer, bref, d'être vraiment dans ce milieu pour pouvoir s'en imprégner et s'inspirer et avoir des nouvelles idées et toujours être créatif. C'est un truc qui existe déjà beaucoup en marketing, tu vois, les communautés de marketing où les personnes échangent, etc., sur les stratégies, sur les optimisations de conversion dans le copywriting, sur landing page, etc. Mais en media buying, c'est un truc qui est presque inexistant. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de construire une communauté qui parle de media buying, de publicité en ligne de manière globale et générale, pour justement subvenir à ce besoin qui aujourd'hui n'est pas satisfait. Ok, je te remercie, c'est intéressant. Dans ce que tu dis, tu parles de communauté, tu vois, de ce côté de co-enrichissement, etc. C'est vrai que c'est assez important de rappeler que c'est pas parce qu'on travaille derrière un PC, tu vois, moi je suis près de Nantes, toi tu es au Brésil, qu'on peut pas justement échanger et avoir ce lien. Il faut aussi se détacher de l'idée que c'est pas parce que tu bosses en full télétravail, entre guillemets, que tu peux pas appartenir à une communauté et avoir des vrais échanges avec les gens. Et ça, moi, je le ressens vraiment sur Twitter, dans tout ce milieu du business en ligne. J'ai beaucoup plus de contacts avec certaines personnes que à mon travail. Depuis 15 ans que je bosse en tant que salarié, quoi. Surtout en France, c'est vrai que les contacts humains au travail, c'est pas trop ça. Mais il Sauf y a si ce tu es dans côté une petite aussi un peu boîte à la physique, rigueur. tu vois. Où, moi, ce qui me plaît, c'est qu'à un moment, si tu as envie vraiment de voir du monde en physique, tu peux prendre ton PC, puis tu vas dans un espace de coworking, tu vois, où tu vas faire, tu participes. Ce soir, par exemple, je participe. Ah mince, j'ai oublié le nom, c'est les collègues qui lancent un podcast Position Zéro, là. Bon, tu vois, on va se rencontrer sur Nantes, échanger. Enfin, il y a du concret, mais si tu as envie d'être tranquille aussi chez toi, de bosser et d'être focus, et de ne pas être embêté par les post-clubs des collègues et tous ces trucs, moi, je trouve que c'est l'accord parfait, en tout cas. C'est sûr que c'est confortable. Ouais, c'est confortable. Ouais. Est-ce que du coup, tu peux me donner un exemple un peu d'une journée type justement pour toi de travail? Alors, journée type, écoute, je me réveille, je prends mon téléphone, je regarde les notifications, s'il y a des messages urgents auxquels je peux répondre rapidement, je le fais. Tous les messages qui vont être un peu plus développés, j'attends d'avoir pris la douche avant, histoire de bien réveiller, d'allumer le PC, de faire ça tranquillement. Ensuite, en général, ma journée est divisée en deux parties. J'ai une partie où j'ai réunion avec des clients, des équipes, etc., pour avancer sur les projets en cours, brainstorming, des reviews du travail qui ont été faits, du travail de comment il est appliqué, etc., des créatives, etc. Et ensuite, ma deuxième partie de la journée, en général, c'est plus là où je travaille pour moi, perso. Donc, je vais travailler sur mon personal branding, sur ma formation, mes produits. En général, j'ai une journée où, tu vois, j'ai une journée de planification de contenu. Donc, une journée où je vais écrire des scripts pour des vidéos YouTube, des shorts, des tweets, etc. Et une journée de production où je vais prendre ma caméra et filmer, quoi. Ok. Et donc, du coup, généralement, tu commences à quelle heure, tu termines à quelle heure? Est-ce que tu t'imposes quelque chose ou c'est plutôt flexible? Alors moi, je m'impose rien. Je suis assez flexible, mais naturellement, je me réveille souvent vers 5h30, 6h du matin.
Et Ok. je commence à bosser direct. Je prends pas de petit-déj ou quoi, donc tu vois, douche, je prends pas de café non plus. Douche, et puis je commence à bosser et je bosse jusqu'à ce que j'ai faim. Puis je mange, puis je rebosse. Et en général, en fait, moi, si tu veux, vers, vers 17-18 heures, je commence à être fatigué et je commence à avoir une grosse baisse de productivité. Donc à partir de 17-18 heures, j'arrête tout et je me détends, quoi. Ça fait des Je grosses journées sors, déjà. je me balade, je regarde une série, enfin bon, bref, ce que Ouais. monsieur tout le monde fait, hein, pour se détendre. Et du coup, bah, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que toi, tu as des passions et quelle place justement tu arrives à accorder à ton temps libre, à, je sais pas, ta vie perso, ta vie de famille, par rapport à ton travail qui doit te demander beaucoup de temps tout de même? Bah, en fait, ça va. J'ai un avantage d'être au Brésil et d'avoir ses clients en Europe, c'est qu'on a un décalage horaire qui fait que quand il est 18 heures chez moi, il est déjà quasiment minuit en France. Ok. Donc, il n'y a personne qui va m'appeler, il n'y a personne qui va m'envoyer des messages, etc. Mm. Donc, à partir de 18 heures, je suis assez tranquille, tu vois. À la rigueur, il y a mes équipes qui vont m'envoyer des messages, mais bon, ça, c'est pas grave, je peux leur répondre en différé, c'est pas trop un problème. Donc à partir de 18 heures, en général, je suis assez tranquille et bon, bah, je peux gérer ma vie perso comme je l'entends, quoi. Moi, en ce moment, je suis très très focus et j'étais une personne qui sortait beaucoup et maintenant, je suis une personne qui est très orientée de travail, donc je sors quasiment pas. Euh, je suis tout le temps un peu en réflexion, tout le temps un peu à chercher des idées, à chercher des hypothèses, que ce soit pour moi ou mes clients. Donc je suis tout le temps dans une espèce d'état presque, tu vois, quand je suis au repos, c'est presque un espèce d'état semi-méditatif où je regarde une série sans vraiment la regarder. Et je suis à moitié sur le travail et à moitié dans le présent parce que, je sais pas, c'est un truc assez bizarre qui se passe depuis quelques mois, depuis 4-5 mois. Parce que je pense que vu que je suis dans une étape un peu charnière, tu vois, de ma vie professionnelle, je me suis lancé comme personne semi-publique, machin, par le personal branding et tout. Euh, c'est vrai que j'ai une charge de travail qui est un peu plus conséquente que ce qu'elle était avant. Donc, et c'est un truc qui est important pour moi. Donc, c'est vrai que je suis tout le temps en train d'être focus. Et, euh, et voilà, après, moi, ma compagne, pareil, dans une étape où elle est en train de créer sa marque. Donc, pareil, elle est très boulot, boulot, boulot. Mais ça ne nous empêche pas de profiter. Tu vois, en général, le dimanche, je ne travaille pas. On va voir sa famille, on se promène, on va au resto. Enfin, bref, petite vie normale, quoi. Donc, tu es dans une grosse période créative, en tout cas. Mais je pense que tu as raison. La vie, elle est faite aussi, tu vois, de différentes étapes. Et je pense que enfin, il faut savoir s'écouter. Donc, s'il y a un moment où il y a énormément d'effusion en ce moment dans ton cerveau et que tu as une grosse capacité, la créatrice, je pense que tu as toutes les raisons du monde de foncer. Et peut-être Ouais, que disons que dans c'est un six truc que tu ne mois, contrôles pas, quoi. ouais, c'est Quand tu as ça, une en idée fait. qui te vient, elle te vient, et tu commences à y réfléchir, tu commences à noter, tu commences à travailler. Enfin, et puis bon, bah, si elle est là, autant Ouais, en profiter, quoi. complètement. Bon, après, tu vois, moi qui ai des jumeaux de 5 ans, je sais que je suis aussi C'est drive. plus Enfin, tu veux dire, difficile. il y a des fois où je peux pas. Enfin, tu as le quotidien qui est là et bah, il faut faire les courses, s'occuper d'eux, leur accorder du temps, faire plein de choses. Et du coup, bah, j'ai aussi tout ce côté-là bah, que je peux pas contrôler, mais qui te ramène aussi un peu à des fois d'autres priorités qui sont plutôt cool quand même, Qui sont tout aussi importantes. Oui, c'est qui sont important. aussi La famille, c'est importantes. important, les relations sont importantes. Les choses à travailler. Moi, c'est vrai que c'est une partie de ma vie que j'ai un peu mis entre parenthèses là ces derniers mois parce que je suis ultra focus sur le taf. Mais dès que j'aurai construit les bases de ce que j'estime être le minimum Mm. pour avoir un truc solide, je commencerai à m'accorder un tout petit peu plus de temps. Mais tu vois, j'essaye de m'accorder une journée par semaine, j'y arrive pas tout le temps. Mais Ok. ouais, j'aimerais bien que ça devienne un peu systématique. Tu me donnes une bonne idée de nouveau taf. Je vais essayer d'accompagner les entrepreneurs à avoir du temps libre et à, tu vois, à décharger un peu les tensions et la pression du travail. Et du coup, tu me donnes, bah, pareil, c'est bien, tu me tends des perches pour les transitions. Que j'étais avec Lucas ce matin, qui a une agence de marketing, et qui me disait en fait que, enfin, il avait des objectifs, il me parlait d'argent, mais un peu toujours plus. Et du coup, je me dis, mais est-ce que toi, là, tu me dis que tu as envie d'atteindre un certain stade, peut-être pour te poser, est-ce que tu n'as pas peur, justement, tu vois, comme c'est pas palpable, de jamais réussir à atteindre et de vouloir toujours plus et de pas réussir justement à te poser et à prendre ce temps-là pour toi? Ouais, alors.
Enfin, en fait, moi, j'ai la chance d'adorer mon métier, en fait. Tu me demandais si j'ai des passions, par exemple. J'ai Ouais. pas vraiment de passion dans la vie, tu vois. Genre, je suis pas un mec, ma passion, c'est la musique, je vais à des concerts, je joue d'un Mm. instrument, ou ma passion, c'est le dessin, ou ma passion, c'est les jeux vidéo. Ma passion, c'est les idées, en fait. Et j'adore chercher des idées, j'adore trouver des nouvelles façons de les mettre en place, de les présenter, de les tester. Et je pense que en fait, si tu veux, quand je pense à mon travail et à mes objectifs, je pense pas en termes d'argent. Je pense plus en termes de bénéfices pour moi. En fait, comme je disais, moi, je suis une personne qui se lasse vite, qui s'ennuie vite. Et, euh, et j'ai eu tendance par le passé, tu vois, à combler un peu cet ennui avec des excès dans les sorties, des excès à gauche, des excès à droite. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, j'ai un peu recablé ce besoin de nouveauté et de stimulation mentale un peu permanente sur mon travail, parce que mon travail me le Mm. permet. Donc, quand je pense à mes objectifs, je pense plus à voilà, je veux avoir aidé tant de personnes, je veux collaborer avec tel genre de personnes, tu vois, je veux collaborer avec tel genre de marque, je Ok. veux que ma journée elle puisse être organisée de façon à ce que je me fasse pas chier, quoi, en fait. Ouais. Et, bon, bien sûr, avoir du temps pour ma famille, mes amis, etc. Donc ça passe par création d'équipe, création de système, création de Exactement. voilà, Automatisation. systémisation, on a un peu tout ce qui est possible et imaginable, et ça prend du temps. Et ça prend de la mise en pratique, etc., des expériences aussi pour le mettre en place. Et, et voilà, donc, si tu veux, j'ai pas spécialement peur de je vais courir après le Graal sans jamais le trouver, parce que le Graal, Mm. c'est des millions et des millions. C'est plus, je fais mon métier, ça me plaît, ça me stimule. Peut-être que, j'en sais rien, dans 3 ans, tu vois, ça va me lasser et puis je vais découvrir quelque chose de nouveau. Je vais me découvrir une passion pour, j'en sais rien, la peinture, j'en Ouais. sais rien. Et je vais me dire, ok, bon, bah, c'est bon, tu vois, j'ai accumulé un peu de capital, j'ai investi, je suis posé, j'ai plus besoin de travailler, donc j'arrête. Mais c'est pas quelque chose que je me vois faire à moyen ou à long terme pour l'instant, donc à Ce voir. qui est bien, c'est que du coup, tu n'es pas drivé par des objectifs financiers, mais tu as l'air plutôt d'être pas à l'écoute de toi-même, de tes besoins, ce qui fait que tu as l'air assez aligné et plutôt tranquille et apaisé, je trouve, ce qui est agréable. Merci. Je vais terminer par deux petites questions. Est-ce que tu as un truc que tu pourrais nous révéler qui ne se trouve pas sur ton CV? Alors, mon CV, il est pas à jour Non, mais tu n'as pas depuis de très CV. longtemps. Il faut que je reformule ma Euh, question, parce que les entrepreneurs n'ont pas de CV, mais on va dire si tu devais te faire un CV, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu différenciant, d'un peu croustillant, que tu pourrais pas mettre dessus, quoi, dans tes alors, expériences passées? Alors, moi, comme je te disais, j'ai pas vraiment de hobby différenciant, tu vois. Je peux pas dire, je vais pas mettre sur mon CV que je joue des claquettes parce que je joue pas de claquettes. Mais en Ouais. termes d'expérience croustillante et différenciante, ouais, j'ai une expérience un peu marrante. Ce que je mettrais pas sur mon CV, c'est la fois où j'ai dormi dans le lit de Rihanna et d'Ariana Grande pendant une semaine. Alors, Arrête. je t'explique. Bien sûr, il y a un truc, hein. En 2019, donc dans mon année d'excès, etc., j'ai gaspillé tout mon argent en 8 mois. J'ai notamment loué une île privée au large des côtes de Rio, dans un cadre vraiment paradisiaque. Genre, il y avait 2 grandes baraques, nature magnifique, eau turquoise, remplie de vie, c'est-à-dire des bancs de poissons tropicaux, des étoiles de mer, des dauphins, des tortues, genre vraiment le rêve, un cadre idyllique, merveilleux. Euh, En plus, la location de l'île, ça comprenait aussi le staff, donc femme de ménage, sécurité, manager de propriété, etc., et une cuisinière. J'y reviendrai. Et bien sûr, je n'y suis pas allé tout seul sur cette île, j'ai invité des amis, et lors d'une soirée, l'une d'entre elles a demandé à la cuisinière si des personnalités un peu célèbres avaient déjà loué l'île, tu vois, elle est un peu branchée culture pop, musique, etc. Donc voilà. Et la cuisinière nous a dit ouais, ouais, il y a déjà. Alors là, elle commence à nous sortir un peu des noms de personnalités brésiliennes que bon, moi je connais pas trop parce que ça m'intéresse pas. Et elle nous dit mais on a aussi des stars internationales qui ont loué l'île, genre Rihanna et Ariana Grande. Ok. Moi, je la regarde et j'ai un peu sceptique, tu vois, parce que l'île est magnifique, hein, mais la baraque, enfin, tu sais, genre quand on dit Ariana Grande, Rihanna, tu t'imagines une mansion luxueuse avec des Ouais. Bentley garés devant, les escaliers avec avec du marbre, des trucs en or, des moulures, enfin. Et la baraque, elle était très jolie, mais genre, il n'y avait rien Non, d'excessif, quoi. tu vois, genre, Ouais. peut-être tranquille, quoi.
Et donc, du coup, je la regarde comme ça, je fais vraiment, Ariana Grande et Rihanna, elles ont été ici. Et là, elle prend son téléphone, commence à scroller, tu vois, elle rentre dans sa galerie, commence à scroller. Et là, elle nous montre des photos d'elle avec Ariana Grande en mode selfie, tu vois, et avec Rihanna, notamment une photo dont je vais me souvenir toute ma vie, de la cuisinière qui était posée comme ça avec Rihanna, qui était en train de fumer un énorme bédo, genre quasiment à 2 mètres, on est en train de parler, genre là maintenant dans la cuisine, si tu veux. Et bon, Rihanna, quoi. Et donc, du coup, on commence à se marrer, tu vois, on trouvait ça un peu genre chelou. Et là, elle me regarde, elle fait, mais tu sais d'ailleurs qu'elle a dormi, enfin les deux, elles ont dormi dans la suite où t'es. Et voilà, c'est comme ça que du coup, j'ai dormi dans le même lit qu'Ariana Grande et Rihanna pendant une semaine, sauf que bien sûr, elles n'étaient pas là à ce moment-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que ma pote qui a demandé la question à la cuisinière et qui adore, qui est ultra fan de Rihanna pour le coup. Moi, bon, Rihanna, Ariana Grande, je les connais de nom, mais je ne m'intéresse pas spécialement à ce qu'elles font. Ma pote, là, elle m'a dit un truc qui est resté avec moi, tu vois. Sa première réaction, quand la cuisinière a dit ça, elle m'a regardé, elle m'a dit oh, mec, tu vas faire caca dans les mêmes toilettes où Rihanna va faire caca. Et j'ai regardé, tu vois, et ça m'a fait hurler de rire, non pas parce que genre, ah, pipi caca, c'est rigolo, mais parce que genre, on lui a dit ça, la première connexion qui s'est faite dans son cerveau, sa première réaction, c'était les toilettes. Et ça m'a fait hurler de rire, tu vois. J'étais en mode meuf, mais qui es-tu, tu vois? Je ne te connais pas, qui est cette personne? Pourquoi tu me parles de ça? Enfin, bref, c'était très rigolo. Ok. Bah, moi, je dis que ça peut être à mettre dans un CV. J'ai fait caca dans les mêmes toilettes que Rihanna. Je trouve ça plutôt cool. Bon, et ben, en tout cas, je vais garder cette question parce que si je peux avoir d'autres anecdotes croustillantes comme ça d'autres personnes, je trouve ça plutôt cool. Mais je vais terminer par une autre question aussi, pas forcément en lien avec ton activité, mais qui me plaît bien. C'est si une journée, tu pouvais être vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un Ouais. à qui tu penses? Ok, tu vois tout de suite, c'est cool, dis-nous. Ouais. Bah, moi, la première personne que je vois, c'est David Ogilvy, parce que bah, dans mon métier, c'est un peu. Je sais pas si tu connais David Ogilvy, Non, tu pas vois qui du c'est ou tout, pas du tout? dis-moi. Non. Alors, David Ogilvy, c'est la personne qu'on considère comme le père de la publicité moderne. C'est vraiment un Ok. publicitaire de légende dans le milieu de la pub. C'est le dieu, quoi, tu vois. Enfin, c'est un des dieux, disons. Et bah voilà, moi j'aurais bien voulu être une journée dans la peau de ce mec bah, pour un peu comprendre comment il pense, comment est-ce qu'il aborde les sujets créatifs, etc., la recherche. Ouais, comprendre un peu comment ce mec travaille, sa structure, ses process, etc. En plus, bon, bah, lui, il a été très actif dans les années 60. Les années 60, c'est un peu l'époque où sont nés tous les principes marketing qu'on applique encore aujourd'hui. C'est l'époque qui est considérée comme l'âge d'or de la publicité où tout était un peu à créer. Tu vois, aujourd'hui, honnêtement, hein, quand on prend le marketing, la pub, etc., même en étant ultra créatif, tu peux toujours relier ça comme étant une variante d'un truc qui a déjà été fait il y a longtemps. D'accord. Tu vois. Et donc, en fait, moi, pourquoi David Ogilvy parce que bon, bah, c'est un peu le père de ma profession aujourd'hui. Et surtout parce que bah, il a grandi dans une époque qui, intellectuellement, il y avait tout à faire, il y a tout à créer. Et je pense que c'était ultra stimulant parce que tu pouvais, tu sais, avoir une idée et te dire, j'ai inventé les Personne n'a eu un mot, advertorials, quoi. tu vois, par exemple. Tu vois, genre le mec qui a inventé les advertorials, c'est-à-dire, tu vois ce que c'est un advertorial ou pas? Explique-nous, ouais, vas-y. Un advertorial, c'est en gros quand tu as une publicité qui est un peu déguisée sous forme d'article de presse. Donc, tu vois, j'en sais rien, genre, telle personne, gna, 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 et puis genre, tu vois, tu as un titre un peu bien putaclic, et ouais, cette personne a été refusée à la douane parce qu'elle paraissait vachement plus jeune que la photo qu'il y a sur son passeport, parce qu'elle utilise des produits de beauté que sa petite fille a créé pour elle, gna, gna, gna. Alors, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et tu lis un article, tu vois, qui dit un petit peu de storytelling, qui Ouais. va dire, ouais, alors, Micheline, 70 ans, a été refusée à la douane parce que, gna, 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 et sa petite fille a créé un produit, alors c'est ci, c'est ça, il y a ça dedans, il y a ça, c'est et tiens, le vend ici. Et là, tu cliques et tu atterris sur une page de vente. C'est ce qu'on appelle un advertorial. C'est en gros, c'est entre la page de vente et la pub, bah, tu mets un article ou quelque chose qui va éduquer un peu le client et donner du storytelling, en fait, réchauffer un peu le prospect, quoi. Et bon, aujourd'hui, c'est un truc classique à faire, tu vois. Et donc, bah, dans les années 60, c'est un truc qui était nouveau, que tu aurais pu inventer, tu vois, genre. Enfin, voilà. Il y a encore plein de choses qu'on peut inventer aujourd'hui. Attention, il y a énormément de place pour la créativité, notamment vu qu'on a des plateformes qui n'existaient pas à l'époque. Mais tu vois, en termes de principes marketing, psychologique, copywriting, etc., bah, c'est jamais
c'est jamais qu'une variante d'une variante d'une variante d'une variante d'un truc qui a Mmh. été inventé dans les années 60 ou 50. Tu vois. Du coup, je te disais, est-ce que tu as le sentiment, ou est-ce que tu penses en tout cas qu'on a autant de liberté aujourd'hui en publicité que dans les années 60, on était un peu aux prémices. Et quand on voit les émissions Alors, d'époque, on a l'impression qu'il y avait des fois, enfin, notamment tout ce qui touche autour des mœurs, etc., qu'il y avait beaucoup plus de liberté, quoi. ouais, non, aujourd'hui, la publicité est vachement plus régulée que dans les années 60. C'est Mmh. une bonne chose, parce que ne serait-ce que quand tu prends par exemple le monde du tabac, dans les années Bah oui, 60, tu exactement. regardes des publicités où tu avais des mères enceintes qui fumaient des cigarettes parce que bah, c'était relaxant et on rendait l'effet relaxant et déstressant de la cigarette. Mmh. Donc heureusement que non, c'est plus aussi permissif que dans les années 60, parce que tout ça, ça a été régulé et il y a un besoin de réguler. Euh, Quand on pense aujourd'hui aux régulations publicité appliquées à mon domaine, on pense forcément au blocage Facebook. Puisque bon, bah, il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'on ne peut plus faire n'importe quoi sur Facebook, mais c'est une bonne Mmh. chose aussi, tu vois, parce que bon, bah, ces règles publicitaires Facebook, elles viennent du fait d'abus en fait, de certaines personnes. Donc aujourd'hui, si tu veux, il y a juste des règles du jeu. Il faut les connaître. Elles ne sont pas toutes officielles. Il y en a des officieuses. Donc il faut les connaître. Et ensuite, tu les appliques. Et c'est à toi de te montrer créatif au sein de Ouais. ces règles, en fait, tout simplement. Ok. Donc, ouais, il y a des restrictions, mais il y a. Enfin, c'est toujours pareil, tu vois. Un problème à 5, 10, 20 solutions, 5, 10 façons de le contourner, d'être créatif, de présenter la Mmh. chose sous une autre forme, sous un autre angle. Donc, voilà. Ok, cool. Bah écoute, on arrive à la fin de cet échange. Je te Bah, remercie merci beaucoup. déjà beaucoup. Moi, j'ai appris plein de choses, donc j'en suis sûre. Bon, je retiendrai forcément un peu plus l'anecdote de Rihanna. Je suis désolée pour toi. Il n'y a pas de souci. Non.